Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que vous avez possibilité de vous exprimer ou de poser vos questions de façon facile. Il suffit peut-être de lever la main ou je ne sais pas trop, mais on va y arriver de cette façon-là. Alors, je me présente, je suis Béatrice de Rénal, je suis docteur en nutrition et donc j'aime beaucoup la société Foodles qui nous invite aujourd'hui parce que ils ont le souci de bien faire au point de vue nutritionnel et pour moi c'est très important parce que je ne suis pas une nutritionniste ayatollah qui va imposer des choses, des carottes bouillies et un yaourt 0%. Ce que je cherche moi, c'est que le plaisir soit le moteur d'une bonne alimentation. Et finalement, c'est ce qui se passe puisque le plaisir, c'est une sensation que vous procure votre corps lorsque vous lui avez donné exactement ce dont il avait besoin. C'est pour ça que quand on a envie de viande, il faut manger de la viande. Quand on a envie de légumes, il faut manger des légumes. Et c'est votre corps qui doit vous guider dans ces choix-là. Alors aujourd'hui, le thème qu'on avait choisi, c'était manger tout en travaillant, bien sûr. Et parmi ce grand sujet manger en travaillant, qui soulève beaucoup de questions, notamment lorsque vous avez des horaires qui sont un peu compliqués, ou lorsque les travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs postés, c'est-à-dire les travailleurs qui mangent à contre-courant des autres, et ce qui pose pas mal de problèmes d'équilibre alimentaire. Et là, on va essayer de parler du burn-out, puisque ça ne vous a pas échappé, pendant la pandémie, il y a pas mal de gens restant chez eux qui se sont un peu recroquevillés et qui ont assez mal vécu ces moments d'enfermement, enfin, bon, même si c'est un petit peu exagéré. Donc, voilà, je voulais vous parler du burn-out et comment est-ce que l'alimentation peut éventuellement aider à éviter le burn-out ou à le soigner. Donc, tout d'abord, le burn-out, en anglais, ça veut vraiment dire, c'est un petit peu l'incendie intérieur. Et c'est comme si, vous savez, quand vous avez un immeuble, par exemple, qui prend feu, ben, de l'extérieur, il sera toujours debout, mais l'intérieur est complètement détruit, il n'y a plus rien dedans. Finalement, les gens qui souffrent de burn-out, c'est un petit peu ça. Ils se sentent complètement vides de sens, mais vides de force et ils n'ont plus le moral. Et tout ça, ça fait un petit peu une boule de neige et c'est un cercle très, très vicieux parce que du coup, ils s'isolent encore plus et du coup, ben, finalement, ils vont vers la dépression, voire pire. Donc, c'est une pathologie qui est finalement extrêmement lourde. Donc, alors évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous n'êtes pas en burn-out, mais peut-être que certains d'entre vous se sentent fatigués, épuisés. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. D'abord, le burn-out, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment les symptômes que vous allez ressentir, c'est vraiment un grand vide intérieur, un manque d'estime de soi, un épuisement mais extrêmement profond, c'est-à-dire que qu'on est assis, le simple fait de se lever vous coûte, le simple fait de lire un document vous coûte. D'ailleurs, vous avez du mal à lire un document un peu technique ou professionnel jusqu'au bout, vous avez vraiment du mal à vous concentrer. Et puis, vous pouvez aussi avoir des maux, notamment un mot de tête, des maux de dos, des maux de ventre, bien sûr. Donc, tout ça, ça peut être vraiment le début ou le milieu du burn-out. Alors, on va essayer de voir comment on peut se pallier à tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la même sensibilité au burn-out. Il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres, notamment les gens qui sont particulièrement sensibles et fragiles, notamment au stress extérieur, ou s'ils travaillent dans une ambiance qui est un petit peu compliquée, un peu tendue, ou bien simplement quand ils ont des problèmes personnels à la maison. Mais c'est aussi les gens qui sont trop perfectionnistes et qui se mettent beaucoup plus de boulot sur la tête que ce qu'ils sont capables de faire, et les gens qui ne savent pas déléguer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par ailleurs. Alors, les syndromes, quels sont-ils? Encore une fois, fatigue très profonde, épuisement, un épuisement mental, moral, une difficulté à lire. C'est aussi une perte du sommeil, ou en tout cas on se réveille le matin, mais on est aussi fatigué, voire pire que la veille, donc on n'arrive pas à récupérer au sommeil. On est complètement démotivé. Parfois on est irritable, c'est-à-dire qu'on est soupe au lait, hein, si ça monte, ça se tombe comme ça, on passe du rire aux larmes très facilement. Souvent on multiplie les arrêts de travail parce qu'on n'a pas la force de. Donc tout ça, et puis évidemment, on va avoir, pour le patron qui vous regarde, il va dire, il n'est plus aussi efficace qu'avant. Et sans doute, vous pouvez aussi percevoir que par rapport à votre charge de travail habituelle, vous en faites
moins et alors que vous avez l'impression de travailler beaucoup plus. Donc tout ça, ça peut être des signes précurseurs de ce burn-out. Alors maintenant, je vais parler en tant que nutritionniste, on va voir point par point et qu'est-ce que l'alimentation peut vous apporter pour soigner ou aider ou contribuer à atténuer ces faiblesses, ces points de faiblesse. Je vais d'abord commencer par la fatigue. La fatigue, certains d'entre vous peut-être, au moment de se lever pour faire quelque chose, eh ben, vous avez comme les jambes coupées. Donc, comme les jambes coupées, c'est-à-dire pas l'entrain. Vous voyez, c'est pas une question de force, parce que bien sûr, vous pouvez vous lever, mais c'est l'envie de se lever. Donc ça, très souvent, c'est une déficience en fer. Ça arrive beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, tout simplement parce que les femmes ont des besoins en fer très supérieurs. Et malheureusement, les aliments qui sont riches en fer sont pas très, très fréquents dans la vie. Et notamment parce que le fer, c'est un micronutriment qui est capricieux. C'est-à-dire qu'il vous faut en manger, beaucoup plus que vos besoins parce que on a du mal tous à l'assimiler. Donc très souvent, on va avoir des déficiences en fer et là typiquement, ça va être j'ai pas l'entrain. Donc c'est comme une fatigue, c'est pas une fatigue musculaire, mais vous voyez, il y a un manque de tonus musculaire. Alors si ça vous arrive, vous allez essayer de trouver une source de fer qui vous convienne. Donc pour les carnivores, c'est pas compliqué, il faut de la viande rouge. Il faut, pour ceux qui aiment, il faut du foie, du boudin, n'importe quel boudin, n'importe quel foie, n'importe quelle bestiole. Et ça, c'est les aliments qui sont les plus riches en fer. Mais vous avez aussi beaucoup de fer dans les moules et les huîtres. Vous avez aussi beaucoup de fer dans certaines algues, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus aléatoire parce que ce pas des aliments qu'on va trouver facilement en France. Pour pouvoir bien assimiler ce fer, il faut idéalement prendre un peu de vitamine C. C'est d'ailleurs pourquoi on met un peu de citron dans l'huître, un petit peu de persil avec le beefsteak ou un petit peu d'haricots verts. Donc, il faut toujours associer à ce fer un fruit ou un légume, on va dire, qui soit riche en vitamine C. Vous le savez peut-être pas, mais les aliments les plus riches en vitamine C, en France, des aliments courants, ça va être tout simplement les poivrons, qui vont être beaucoup plus riches en vitamine C que le célèbre kiwi, qui en fait a un peu usurpé sa réputation du champion de vitamine C, hein, parce qu'il est largement derrière le poivron, le cassis et bien d'autres choses. Avec ce fer, donc fer, vitamine D, vitamine C, à ce moment-là, vous pouvez avoir des chances de pouvoir remonter un petit peu la pente. Après, vous avez évidemment, enfin, j'aurais peut-être dû commencer par ça, le tonus, la vitalité, et en fait, pour les sportifs, peut-être qu'il y en a ici qui m'écoutent, le facteur limitant de la performance, c'est l'eau. Et d'ailleurs, les marathoniens et tous les sportifs d'endurance, on leur recommande de boire de l'eau très régulièrement, petite quantité mais très régulièrement, c'est-à-dire pratiquement tous les quarts d'heure. Pourquoi? Parce que l'eau, ça sert de radiateur. Donc, comme dans votre voiture, vous mettez de l'eau, bah, si vous n'avez pas d'eau, votre moteur s'arrête, hein, il chauffe et il ne marche plus. Donc là, c'est pareil. Et vous voyez, des temps comme en ce moment qui sont extrêmement chauds, on n'est pas adapté à ça en France, hein, avoir des 30 degrés et plus, on n'est pas adapté, donc on va avoir des difficultés, on va avoir forcément des difficultés physiques pour vraiment la préparation musculaire, j'allais dire. Hein. Mais n'oubliez pas, votre cerveau, le cerveau qui réfléchit, qui travaille, il consomme autant d'énergie qu'un muscle. Donc ça veut dire que quand vous avez un travail de concentration important à faire, si vous n'avez pas assez d'eau, vous ne pourrez pas le faire. Donc, il faut boire de l'eau de façon régulière, surtout lorsqu'il fait chaud, surtout quand vous travaillez dans la clim, et évidemment quand il y a le chauffage, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais c'est vrai aussi, c'est encore plus vrai pour tous les gens qui sont des travailleurs qui sont près d'une source de chaleur intense, par exemple un boulanger, hein, ou un cuisinier. Donc là, c'est sûr que l'eau, c'est vraiment un facteur limitant, donc il faut en consommer beaucoup. Alors, je vous entends déjà me dire, mais combien? En réalité, la quantité dépend vraiment de chacun, de votre activité physique, etc., de votre âge. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut uriner régulièrement dans la journée. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous ne buvez pas assez d'eau. Alors, il y a des conditions, encore une fois, qui sont très déshydratantes. Et je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais si je pose la question, à votre avis, quelle est la première source, la première voie de perte d'eau de l'organisme? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ou même par le chat. Hein. Donc, alors, par le chat, vous pouvez me répondre? Quelle est la première? Alors là, la transpiration, l'urine, oui, mais mieux que ça. Plus que ça.
La sueur, oui, mais plus que ça. La salive, non, parce que la salive, vous la mangez, puis elle est réassimilée. Alors, en fait, voilà, la respiration, c'est la bonne réponse. Parce qu'en fait, vous pouvez faire le test. D'ailleurs, on faisait ça quand on était petit. Pour savoir si quelqu'un était vivant ou mort, on lui mettait un miroir devant le nez pour voir et s'il y avait de la buée sur le miroir. Et en fait, effectivement, quand vous respirez de l'air qui est, somme toute, assez sec, vos poumons vont le réhumidifier. Donc, la respiration, c'est la première source de perte d'eau. C'est pour ça aussi que, par exemple, Johnny Hallyday, quand il était sous les feux de l'action, il s'agitait comme un malade avec des spots et pendant quand même beaucoup de temps, eh bien, il pouvait perdre 3 à 4 litres d'eau en 1 heure. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, ça peut être extrêmement important. Donc, la deuxième, bien sûr, ça peut être l'urine, mais l'urine, si votre corps est en déficit d'eau, le rein va réabsorber l'eau et donc concentrer les urines. Donc, en fait, la nature est bien faite, ça veut dire qu'elle va vous empêcher de trop uriner et de façon à garder ce précieux liquide. Donc après, il y a évidemment la transpiration. Donc la transpiration, si vous n'êtes pas adapté à des chaleurs importantes ou à des efforts importants, eh bien certains d'entre nous vont transpirer beaucoup plus que d'autres. Bon. Alors cette eau, encore une fois, quelle quantité? C'est vraiment de façon à uriner régulièrement. Donc ça dépend de chacun. Il faut savoir que les personnes âgées, vous le savez d'ailleurs, pendant les périodes de canicule, on leur demande de boire régulièrement, même si je n'ai pas soif. Parce qu'en fait, la soif est un signal d'alarme de l'organisme et les seniors, ils ne ressentent pas ce signal. Donc, ils ont l'impression que tout va bien, ils n'ont pas soif. Donc, il faut les forcer, entre guillemets, il faut les inciter à boire régulièrement. Donc, pour vous tous ici, je ne connais pas votre âge, mais pour vous tous, il faut savoir que boire régulièrement, c'est quelque chose de très important, anti-fatigue. Alors, une question, pour le faire, les aliments proposés sont-ils recommandés tous les jours? Non, la viande rouge, le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, vous dit qu'il faut 5 fois de la viande par semaine. Or, on prend 2 repas principaux, donc ça veut dire que ce n'est pas 14 fois. Dans la semaine, vous avez 14 repas principaux, là-dessus, vous mangez 5 fois de la viande. Donc, vous voyez, ça suffit pour les apports en fer, sachant que le fer est aussi apporté par le jaune de l'œuf et par après différents autres aliments. Donc, évidemment, la viande rouge tous les jours, non, ça non. Y en a-t-il dans les fruits et légumes? Non. Il y en a un petit peu, alors, il y en a dans les épinards, mais en réalité, il est très mal assimilé. Donc, le Popeye, c'est un peu de la fantaisie. En fait, l'histoire de Popeye, ça vient du fait qu'à l'époque, il y avait une erreur dans les retranscriptions des tables de composition nutritionnelle et que la quantité de fer dans les épinards était très, très largement exagérée. Donc, moi, je disais pour rigoler, en fait, c'est dans la boîte qu'il y avait du fer. Et comme Popeye avalait le tout, puis il recrachait la boîte. Voilà. Donc, en fait, ne comptez pas trop sur les légumes avec le fer. Il y en a aussi, évidemment, dans les légumineuses. Il y en a un petit peu, mais de la même façon, il est très mal assimilé. Alors, maintenant, on a vu l'eau, on a vu le fer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le tonus, notamment musculaire, soit là? Il faut quelque chose qui est indispensable à la transmission de l'influx nerveux jusqu'aux muscles. Ça s'appelle le magnésium, vous en avez entendu parler. Or, les gens qui sont en déficience ou en carence de magnésium, ils font de la tétanie, ils font de la tachycardie. Donc, tout ça fait que, effectivement, comme le fer, le magnésium, c'est un nutriment très délicat parce qu'en fait, on en trouve dans certains aliments, mais ces aliments-là, beaucoup de gens ne les mangent pas parce qu'ils ont peur de grossir ou parce que, etc. Donc, par exemple, le magnésium, on va le trouver dans le cacao et pas dans le chocolat. On va le trouver dans des graines, dans tout ce qui est les graines des noix, des noisettes, du tournesol, les graines de tournesol, les graines de lin, etc. Ce n'est pas des choses qu'on mange en abondance tous les jours. On va les trouver aussi dans tous les pains complets, dans les céréales complètes. Or, la baguette, elle n'est pas complète, elle est faite avec que la partie blanche de la farine. Donc, le magnésium, c'est quelque chose qui va être délicat à trouver. Et notamment, vont être en déficience de magnésium à peu près toutes les femmes en France, femmes et jeunes filles. Parce qu'en fait, on mange beaucoup moins de pain que nos compagnons. Et puis, effectivement, on peut certainement, enfin, pour certaines en tout cas, se restreindre sur des aliments qu'on aime, mais qui ont la réputation de faire grossir. Alors, le petit truc pour les amateurs, le magnésium, vous allez aussi trouver beaucoup dans les coquillages type Bulow bigorneau, de façon assez curieuse. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger tous les jours, bien sûr, mais c'est juste pour le clin d'œil.
Alors, le magnésium, il marche très bien parce qu'en fait, quand vous voulez faire un mouvement, votre nerf va transmettre l'information, il va dire à votre muscle bouge, donc il va lui envoyer un petit signal, et le muscle va obéir. Mais après, il faut aussi que le muscle s'arrête parce qu'il ne va pas rester tétanisé. Pour pas qu'il soit tétanisé, à ce moment-là, le magnésium intervient pour enlever le signal et relaxer. Donc, si vous êtes en manque de magnésium, votre muscle va rester tétanisé. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de consommer du magnésium de façon régulière. Et ça, je vous dis ça donc aux femmes qui sont en train de nous écouter. Alors, la question pour les végétariens, c'était par rapport à la viande, c'est ça? J'imagine. Donc, effectivement, les végétariens, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait les œufs, qu'il y avait toutes les céréales sont bonnes. Vous avez aussi certaines légumineuses, toutes les graines. Donc, en fait, un végétarien peut très bien se débrouiller avec le magnésium. Hein, il suffit qu'il soit un petit peu… il faut avoir une alimentation la plus variée possible. Et alors, toujours pour mon influx nerveux avec le magnésium, il est très bon d'y associer des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1. Alors, vous savez, les vitamines du groupe B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bon. Et puis, elles ont des tas d'actions différentes, donc on ne va pas regarder ça en détail, mais ça veut dire que la vitamine B1 associée au magnésium et associée à la vitamine B6, ce sont les 3 nutriments qui vont aider à bien harmoniser le message, les nerfs, le muscle, arrêter les nerfs, le muscle. Et donc, ça va aussi contribuer à votre équilibre intérieur. Aussi, donc, l'équilibre nerveux total. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on fait un burn-out, ça commence par se crisper, on se recroqueville, on se tend, on n'arrive plus à respirer, donc on ne prend plus la peine de respirer parce qu'on est très, très crispé. Et donc, tout ça, très souvent, ça signe une déficience en magnésium et en ces 2 vitamines-là. Alors, ça ne sert à rien de dire de faire du yoga, parce que vous ne pouvez pas faire du yoga si vous êtes tendu comme ça. Donc, la démarche avant, c'est de prendre conscience de ces tensions, de dire « Ah oui, effectivement, là, je suis crispée, etc. » Et puis après, bien sûr, il y a des petits trucs de bonne femme, du genre, je prends une douche un peu chaude, je prends un bain chaud, j'allume des petites bougies. Enfin, tout ça, si vous voulez, ça ne marche pas beaucoup sur une personne qui est très crispée. Donc, c'est pour ça qu'il faut y associer une alimentation déjà qui soit correcte. Après, bien sûr, vous pouvez passer, au contraire, il faut passer à une activité physique parce que vous pouvez évacuer pas mal de stress avec une activité physique. Et puis, après, vous pouvez faire de la relaxation, de la gymnastique, de la méditation, enfin tout ce que vous voudrez. Donc, une activité physique, pour une personne qui est fragilisée par un burn-out, c'est tout simplement marcher. Vous faites le tour de votre pâté de maison en respirant le plus lentement possible. Vous marchez lentement, vous essayez de reprendre contact avec vous. Et là, voilà, ça, c'est adapté à une personne en burn-out. Il est hors de question d'ajouter un supplément de maltraitance à des personnes qui sont en burn-out. Alors, des questions. Végétariens, tous carencés. Alors, les végétaliens, donc les végétaliens, c'est ceux qui prennent aucun produit animal, donc pas d'œufs, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Les végétaliens sont tous carencés en vitamine B12. Parce que la vitamine B12, dont on va reparler tout à l'heure, c'est une vitamine qui est apportée par les produits animaux. Et les réserves que l'on a dans le corps sont trop petites. Et avant une année de ce régime-là, ces personnes-là, elles peuvent être anémiées de façon gravissime parce que la vitamine B12 participe à la bonne fabrication du globule rouge. Donc, ça veut dire que, c'est d'ailleurs l'inconvénient, les végétaliens savent, en principe, tous qu'ils sont déficients en B12 et qu'il faut prendre une B12 sous forme médicamenteuse qui, elle-même, évidemment, vient de produits animaux. Bon. Alors, aujourd'hui, il en existe une qui est synthétisée à partir des algues, mais je pense qu'on ne la trouve pas encore partout. Alors, les végétariens, ils ne sont pas tous carencés du tout. Quand vous êtes végétarien et que vous connaissez un petit peu la nutrition, vous pouvez parfaitement avoir l'équilibre alimentaire, y compris en fer, en calcium, etc. En revanche, on recommande vivement d'éviter ces régimes-là aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Hein. Et même, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose aussi, c'est qu'un enfant en croissance, vous allez me dire qu'il grandit jusqu'à ce qu'il ne grandisse plus. Non, parce que ça, c'est la croissance en longueur, puis après, vous avez la croissance en épaisseur. Donc, la croissance en épaisseur de l'os, elle peut se faire jusqu'à 27 ans. Donc, considérez que jusqu'à 27 ans, le corps n'est pas complètement réalisé
et qu'à ce moment-là, faire un régime végétalien ou un régime végétarien, mais pas équilibré, c'est dangereux. Alors, il faut prendre… Non, moi, je vous conseille aucun cachet. Pas de magnésium en cachet. Le magnésium, vous allez le trouver dans l'alimentation. Donc, encore une fois, ça va être dans des graines, dans le cacao. Tout à l'heure, je vous ai bien dit le cacao, pas le chocolat, parce que le cacao, vous avez dans la graine, dans la fève de cacao, là, c'est très, très riche en beaucoup de choses, d'ailleurs en fer, en magnésium, etc. Donc, la fève, vous pouvez la manger. Mais de la fève, on va extraire le beurre, qui, d'ailleurs, entre nous, n'a aucun intérêt nutritionnel, au contraire. Et avec la partie noire du cacao, ça, c'est la partie la plus riche. Alors, vous allez retrouver cette graine noire dans le cacao dégraissé type Van Houten ou compagnie. Et donc là, c'est pas très bon à manger à petite cuillère, bien sûr, mais ça peut se mettre dans du lait, dans de l'eau, oui. Hein, en Amérique centrale et au Caraïbes, d'où je viens, eh bien, on mange le chocolat, on fait une boisson au chocolat dans de l'eau, sans lait du tout, parce qu'on n'a pas de lait. Et puis, on met du sucre, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et à ce moment-là, vous avez une boisson qui vous apporte plein de choses et qui est tout à fait saine. Végétarien, oui, il consomme de tout sauf de la viande. Alors, le végétarien, il ne consomme aucune bestiole qui a été tuée. Mais donc, ça veut dire qu'il mange des œufs, du lait et toutes les choses. Après, un vrai végétarien ne mange pas de poisson, mais on parle de régime pesco-végétarien. Ça veut dire qu'il mange du poisson ou des légumes, enfin, ou des végétaux. Et je trouve ça très triste pour les poissons, parce que les poissons ne pleurant pas, on n'a pas pitié d'eux, alors qu'en réalité, la vie d'un poisson vaut celle d'une vache ou d'une poule. Bon. Voilà. Alors, le magnésium, dans les dates aussi, paraît-il, ça, il faudra que je vérifie, mais je ne suis pas très sûre de ça. Hein. Donc, je pourrais vérifier pour vous si vous voulez. Alors, question très intéressante de Véronique. Le chocolat à 80% ou plus, non. Ça, le chocolat à 80%, ça reste du chocolat très riche en graisse, bien plus riche en graisse que le chocolat… chocolat ménager, voilà. Je parle bien de cacao. Donc, le cacao, c'est le cacao dégraissé en poudre type Van Houten. Encore une fois, je n'ai pas des actions chez Van Houten, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne vous faites pas prendre avec ces chocolats à 70, 90%, et même j'en ai un à 100% de cacao, parce qu'en fait, c'est du beurre de cacao qu'on met dedans, donc il est très calorique, et il n'est pas du tout riche en nutriments. Donc, il faut vraiment prendre le cacao. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors le Van Houten, il est bien car il est pur, il n'y a rien que du cacao dedans, il n'y a pas de lécithine, il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est tout simple. Hein. Et puis, vous pouvez l'utiliser, il est quand même assez acide. Hein. Il est acide, il est astringent, il a évidemment gustativement, vous ne pouvez pas le manger à la petite cuillère, mais par contre, vous pouvez en faire des préparations. Et notamment, vous pouvez en ajouter dans du pain, vous pouvez en ajouter dans des gâteaux, vous pouvez… Et là, à ce moment-là, ça passe beaucoup mieux que tout seul. Alors, la question, évidemment, avec le chocolat, on a toujours beaucoup de succès. Même en magasin bio, le chocolat n'est pas véritable. Non, le chocolat tablette, c'est un chocolat où on a donc pris les fèves de cacao. Je pourrais vous en montrer si vous n'en avez jamais vu, parce qu'il y en a en face de moi. On a séparé le beurre de la partie noire. Après, on va mettre 30%, enfin un tiers de beurre de cacao, plus ou moins un tiers de poudre noire de cacao, et le reste, c'est du sucre. Donc, ça vous fait quand même 32% de sucre au total, 33%, ce qui est beaucoup. Et vous avez aussi 33% de beurre de cacao. Le beurre de cacao, si vous voulez, c'est encore moins bon que la graisse de palme, d'un point de vue nutritionnel, bien sûr. Hein. Donc, si vous voulez, si vous voulez les nutriments, eh bien, vous ne prenez pas le sucre, prenez pas le beurre de cacao, gardez la partie noire. Voilà. Alors, ça n'empêche que pour les amateurs, vous pouvez très bien manger du chocolat normal. Hein. Bien sûr, c'est pour le plaisir, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du tout interdit. Alors, donc là, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont des maux de tête régulièrement. Alors, est-ce que la question que je comprends, c'est est-ce que le chocolat ou le cacao provoquerait des migraines? Effectivement, à un moment donné, on disait ça pour les gens qui avaient des vraies migraines, que le cacao pouvait provoquer ça, mais ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Et donc, Caruel qui dit « Je bois du café pour mes maux de tête ». Alors, le café, c'est un excitant. Donc, si vous avez un mal de tête, moi, je n'aurais pas conseillé le café. Mais après, tout dépend d'où vient votre mal de tête, parce que si vous êtes n'oubliez pas une chose, c'est que l'ordinateur est très mauvais pour les yeux et donc peut provoquer des maux de tête. Et dans ce cas-là, prenez comme moi des lunettes bleutées
et moyennant quoi ça évite cette excitation de l'œil qui provoque des maux de tête parfois. Mais si vous êtes extrêmement stressé, les personnes en burn-out, elles sont vraiment sous pression. Si vous êtes extrêmement stressé, ça peut être suffisant pour vous provoquer des maux de tête. Alors, le café, c'est un alcaloïde, oui, c'est un excitant, oui, mais c'est pas top du tout, non, c'est vrai, c'est pas top du tout. Donc, en fait, le café, c'est une boisson qu'on a appris à aimer d'un point de vue social, parce que le café lui-même, c'est un produit qui est très amer, de la même façon que la bière, c'est une appréciation, une appréciation gustative que l'on apprend socialement, parce que de façon innée, vous savez bien que la mère, le bébé n'en veut pas du tout, hein, il fait une grimace. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'on acquiert d'un point de vue social et culturel. Alors, je vais revenir à mon burn-out. Tout à l'heure, je vous ai dit le magnésium, la vitamine B1, la vitamine B6. Donc, tout ça, d'ailleurs, vous savez qu'il y a des cachets qui s'appellent magnés B6, hein, donc magnésium B6. Mais n'oubliez pas la vitamine B1. Et pour tous les gens qui ont donc, des contractures, qui ont des tétanies ou ce qu'on appelait avant la spasmophilie, c'est-à-dire des tremblements comme ça, etc. Et pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont des symptômes de stress, vous savez, voilà, là, je vous conseille absolument de faire un mélange avec de la levure de boulanger que vous allez trouver n'importe où en flocons, comme ça. Et puis, vous mettez donc avec le magnésium dont je vous ai parlé, donc cacao, les graines, les céréales, etc. Et à ce moment-là, vous avez vraiment un cocktail qui pourrait être pas mal. Et c'est finalement un petit complément alimentaire naturel. Donc, vous pouvez mettre ça vraiment dans votre régime de façon assez régulière. C'est naturel, ça ne peut pas vous faire de mal. Il ne peut pas y avoir d'overdose. Et c'est quelque chose à consommer régulièrement en petite quantité tous les jours, par exemple. N'oubliez pas que les vitamines du groupe B, donc B1, B2, etc., sont impliquées dans le système immunitaire et dans l'énergie et dans le système nerveux, dans l'équilibre nerveux. Pourquoi tout d'un coup je vous parle d'immunité? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une personne qui est stressée, elle a des besoins en magnésium qui sont augmentés, elle a des besoins en vitamine B1, B6 qui sont augmentés, et c'est comme c'est dans ces périodes de stress intense qu'on mange moins bien, parce qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, etc., eh bien, ça fait un cercle vicieux. Vos besoins augmentent et vos apports diminuent. Donc là, vous comprenez bien que vous partez en vrille. Donc, il faut absolument rétablir l'équilibre. Donc, c'est sûr que la dépression, enfin, l'angoisse, le stress, etc., ça fait aussi une autre chose qui est terrible, c'est que ça va faire effondrer votre système immunitaire. Vous allez choper la première infection qui va passer, où vous allez, voilà, donc ça c'est extrêmement dangereux pour votre santé à vous. Et donc, les nutriments de l'immunité, évidemment, je vais vous interroger là-dessus, vous allez me dire quelle est la vitamine de l'immunité. Je vous laisse l'écrire dans le chat. La vitamine de l'immunité, la vitamine D, la vitamine C, oui. Alors, en fait, effectivement, il y en a plusieurs. On connaît célèbrement la vitamine C, puisque c'est la première dont on a parlé, en disant, bah oui, quand on a pour éviter les grippes l'hiver, enfin, on va prendre des cachets de vitamine C. Alors, les cachets ne servent à rien. Il faut prendre de la vitamine C naturelle. Hein, il y en a bien assez autour de nous. Donc, des fruits, des légumes, avec une préférence pour les fruits et légumes les plus riches en vitamine C, qui sont donc les poivrons, même cuits, le cassis, tous les choux, les épinards, et évidemment tous les agrumes, la goyave, mais la goyave n'est pas un fruit de chez nous, l'acérola, mais cette cerise antillaise, elle n'est pas de la France. Donc vous voyez que, alors juste pour revenir à la vitamine C, quelle était la source de vitamine C de nos aïeux, hein, quand ils étaient paysans en France, quand l'orange n'avait pas encore posé un pied sur le continent européen, comment faisaient-ils? Quelle était la source de vitamine C? C'était tout simplement les patates. Hein. Donc, comme ils mangeaient les pommes de terre très souvent, la pomme de terre qui était stockée pour l'année, eh bien, cette pomme de terre, elle est encore source de vitamine C, et même après cuisson. Donc, en fait, la vitamine C venait de la pomme de terre. Donc, ça veut dire que, en fait, oui, alors, effectivement, en hiver, le cassis, si vous voulez, ça pousse au mois de juin. Hein. Donc, et puis, la saison est très courte, donc le cassis, après, vous allez le trouver surgelé. Les brocolis, effectivement, etc. Alors, pourquoi les cachets ou apports en gélules sont mauvais? C'est juste que dans votre corps, vous avez un équilibre qui se fait. Pour pouvoir absorber quelque chose, il faut que les membranes le laissent passer.
Pour pouvoir absorber l'eau, pour que l'eau passe de votre estomac à votre organisme, il faut un certain équilibre entre l'intérieur de votre corps et l'extérieur, qui est finalement l'estomac, parce que l'estomac, on peut considérer que c'est encore le milieu extérieur. Donc, il faut un équilibre entre les nutriments pour qu'ils soient utilisables. Or, par exemple, pour revenir sur le magnésium, on sait que le magnésium et le calcium sont antagonistes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe, mais pas les deux en même temps. Donc, si votre corps laisse passer le magnésium, il ne va pas laisser passer le calcium. Donc, si vous prenez un apport massif de magnésium, eh bien, en contrepartie, vous serez carencé en calcium. Donc, c'est pour ça que les gélules qui ne sont jamais formatées, qui ne tiennent jamais compte de cet équilibre-là, évidemment, on va recommander certains de ces mélanges-là pour certains sujets, notamment, par exemple, une femme enceinte qui est anémie, on va lui donner du fer, hein, mais on ne va pas lui donner du fer n'importe comment et en n'importe quelle quantité. Donc, s'il vous plaît, évitez de vous supplémenter tout seul, sans avoir un avis médical ou diététique là-dessus. Donc, oui, il y a un problème vraiment d'assimilation entre tout ça. Alors, le cassis dispo toute l'année en jus de fruits, oui, mais le pur jus de cassis, vous savez, c'est hard, hein, parce que c'est quand même bien acide. Alors, si vous trouvez du pur jus de cassis, pourquoi pas, oui. Après, vous savez, les baies de cassis, vous allez en trouver surgelées un petit peu partout. Merci Valérie, à bientôt. Merci de me saluer en partant. Donc, alors, l'immunité, encore pour revenir là-dessus, vous avez dit tout à l'heure la vitamine D, effectivement, depuis l'incident Covid, la vitamine D, jusque-là, on la recommandait pour la force des os, pour garder le calcium dans les os et pour l'assimiler, bien sûr. Et aujourd'hui, on se rend compte que la vitamine D participe à l'immunité de façon importante. Et en plus, on s'est rendu compte que les Français étaient vraiment faibles en vitamine D. Alors, on le savait déjà depuis quelques temps, puisqu'on avait autorisé certains produits laitiers à un enrichissement en vitamine D. Et aujourd'hui, on voit ça de façon beaucoup plus conséquente. Et donc, on va recommander aux Français de consommer beaucoup plus de vitamine D. Alors, où est-ce que vous allez la trouver? Donc, vous allez me dire c'est le soleil. Oui, mais le soleil, en France, par exemple, le soleil n'est efficace que pendant 6 mois, 8 mois de l'année. Le reste du temps, il ne peut pas permettre la synthèse. Donc, il faut absolument, voilà, le vitamine D et soleil. Ça, c'est vrai, mais pendant à peu près 6 à 8 mois de l'année. Et vous savez, là aussi, la dangerosité de mettre sa peau au soleil, notamment l'été. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, pour la vitamine D, il ne faut pas du soleil, il faut de la lumière. Donc, pas derrière la vitre, hein, c'est la vraie lumière. Et donc, ça veut dire qu'après, vous avez d'autres sources de vitamine D, notamment il y a certaines levures de boulanger qui ont été mis à la lumière et donc qui ont synthétisé une pro-vitamine D, par exemple. Sinon, ben, ça reste l'huile de foie de morue et des petits trucs comme ça super sympas dans le foie, dans le jaune d'œuf, enfin, mais des choses qui ne sont pas forcément appréciées de tout le monde. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir en prendre. Alors oui, les ampoules que le médecin nous donne, oui, effectivement. Donc, les seniors, par exemple, on leur recommande, on prescrit de la vitamine D pour les seniors parce que de la même façon, ils ont un statut en calcium qui est compliqué. Ils mangent beaucoup de calcium, enfin, on leur fait manger beaucoup de calcium, mais ils ont du mal à l'assimiler. Donc, on leur donne du calcium et de la vitamine D de façon à pouvoir incrémenter un peu de calcium dans les os, parce que sinon, ils font de l'ostéoporose. Donc, après, eh bien, c'est sûr que, par exemple, vous avez aussi entendu parler de l'axe cerveau-intestin. Donc là, dans l'intestin, vous avez une flore intestinale qui est très riche, plus ou moins très riche, avec des bons éléments de flore qui vont participer à votre équilibre. Et il y a un lien très fort, très direct entre le cerveau et l'intestin. Donc, si vous mangez mal, ça va pas arranger votre morale, vos performances intellectuelles, etc. Donc, il faut vraiment respecter ça. Et pour respecter votre flore intestinale, eh bien, c'est sûr qu'il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, manger n'importe quoi, manger trop de viande, ne pas manger assez de fibres, donc pas assez de fruits et de légumes, de céréales complètes, etc. Ne pas boire assez. Donc, il faut vraiment prendre conscience que les deux sont vraiment très liés. Après, vous avez la vitamine B12, dont on parlait tout à l'heure, la vitamine B12, qui fait défaut aux végétaliens, qu'on va trouver dans tous les produits animaux de façon abondante. Donc, en fait, en moyenne, en France, on a un bon statut en vitamine B12. Mais imaginez quelqu'un qui mange mal parce qu'il est stressé, justement, et bien, il peut à ce moment-là avoir des déficiences en B12, et la B12 est directement impliquée dans les fonctions cognitives, c'est-à-dire dans votre capacité à réagir, à interagir avec votre entourage, à se concentrer, à mémoriser, etc. Donc, il faudra faire attention à tout ça.
Alors, je vois que certains sont obligés de partir. Ben oui, parce que vous êtes au boulot quand même, je suppose. Donc, alors, est-ce que la goutte chronique et le burn-out sont liés? Pas forcément. La goutte, c'est vraiment un problème de physiopathologie. Donc, après, peut-être que si vos crises de goutte sont très importantes, ça peut évidemment rajouter à votre charge mentale et de douleur, hein, ça c'est possible. Mais donc là, si c'est le cas, il vaut mieux aller soigner la goutte d'abord. Mais c'est sûr que quand on a une pathologie, ça ne peut qu'augmenter ça. La levure de boulanger dont vous parlez en flocon se trouve en boutique bio, oui, mais elle se trouve aussi dans n'importe quel magasin. Au supermarché, vous allez trouver c'est un marque Gerblé, Gerblé par exemple, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut revoir cette replay? Je ne sais pas, je pense que oui. Alors, la levure de bière maltée, oui, on en trouve partout, c'est ce que je disais. Alors, l'alimentation permet-elle de prévenir ou de guérir du burn-out? Alors, effectivement, pour ceux d'entre vous qui auraient eu une période burn-out, pour tous ceux qui auraient eu un baby blues, par exemple, pour les femmes qui ont accouché et puis après qui sont parties un peu en déprime, et cette déprime est tout à fait est physiologiquement décrite et reconnue, etc. Comment je vais faire pour remonter la pente? Alors là, il faut savoir que dans le corps, pour certains nutriments, on a un peu de réserve, pour d'autres, on en a très peu. Donc, il y a certaines vitamines, par exemple la vitamine C, vous avez des toutes petites réserves dans le foie, et c'est tout. Donc, si vous voulez, on peut très bien vivre avec un compte en banque à zéro, mais si vous pompez dedans, ben, le banquier, il va vous engueuler. Hein. Donc, ça veut dire que pour la vitamine C, il faut vraiment avoir des apports très réguliers. Et donc, si vous sortez d'un burn-out, il faut absolument soigner ce niveau de vitamine C, puisque vous avez compris qu'il influait dans l'immunité notamment, aussi dans vos réponses antioxydantes. Donc ça, c'est la première des choses. Après, encore une fois, le magnésium et les vitamines du groupe B, c'est extrêmement important. Et là, comprenez bien que ces vitamines-là et ce magnésium, il est assez rare dans un menu lambda. Par exemple, une personne qui mangerait au fast-food à midi et puis un repas tout simplet le soir, eh bien, c'est sûr que là, le magnésium, il ne sera pas là. Le fer, il risque de pas être là non plus. Les vitamines du groupe B, non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment revoir son alimentation à fond et retrouver quelque chose de plus simple, c'est-à-dire de plus proche du champ, quoi, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'est le pain complet, avoir un peu de fromage ou de laitage pour le calcium, avoir une source de fer, avoir une source de vitamine du groupe B. La solution la plus simple, c'est vraiment de la levure de boulanger au flocon, parce que là, vous avez tout dedans et on ne se pose pas de questions. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres sources, notamment certaines vitamines du groupe B se trouvent dans la viande de porc, par exemple, qui est riche en ces vitamines-là. Bon. Même si la viande de porc peut avoir effectivement d'autres inconvénients, notamment si vous prenez des parties très grasses de viande, mais sinon, la viande de porc est une très bonne viande, notamment, encore une fois, lorsqu'elle est bien dégraissée. Merci François pour me saluer de cette façon gentille. Donc, en fait, merci Maëva également. Alors voilà, une question. Le stress me fait manger plus. Effectivement, vous avez des gens qui, quand on est stressé, encore une fois, on est extrêmement, comment on appelle ça, contraint, enfin, tétanisé un peu. Alors, vous allez voir un truc, c'est que, vous voyez, au milieu de là où il y a l'estomac, vous ne voyez pas, voilà. Ici, vous avez l'estomac, vous avez l'œsophage, vous avez l'estomac. Quand vous avez faim, votre estomac, c'est lui qui va râler le premier, qui va vous pincer, je ne sais pas comment on peut dire, bon, qui va vous mettre un inconfort, et là, vous allez dire, ah tiens, j'ai faim. Quand vous êtes stressé, votre plexus solaire, c'est ça aussi, c'est-à-dire que le stress, il va agir ici. Et donc, vous allez superposer les deux sensations en disant, j'ai faim. Alors qu'en réalité, non, vous n'avez pas faim, vous êtes stressé. Alors, tout ça pour vous dire que lorsque vous avez cette tension ici, il y a plusieurs petits trucs. Premièrement, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif ou est-ce que je suis stressée? Parce que lorsque vous avez soif, vous allez aussi avoir une tension ici. Donc, premièrement, je bois. Si vous pensez que vous êtes en plus stressé, buvez de l'eau chaude. L'eau chaude, vous pouvez la boire toute nature ou vous pouvez mettre une infusion dedans, mais enfin, vous pouvez déjà la boire toute nature. Et là, après, vous attendez 5 minutes et là, vous allez voir, est-ce que j'ai faim encore ou comment je me sens? Si à ce moment-là, vous n'avez plus faim, mais que après ça revient, hein, essayez d'analyser si vous avez faim ou si c'est le stress. Si vous concluez que c'est le stress, à ce moment-là, vous avez au milieu, sur le sternum,
il y a une petite fossette à un moment donné. Si vous passez votre doigt tout doucement, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a comme une petite fossette. Vous appuyez sur cette petite fossette et ça va vous faire très mal. Et enfin, très mal, vous allez vous sentir très mal, enfin, très mal à l'aise. Ça veut dire que là, c'est le stress. Donc, ça veut dire qu'il faut appuyer, il faut masser cette petite fossette. Donc, la masser, c'est tout gentiment. Hein. Ça ne sert à rien de taper dessus comme un malade. Vous allez la masser un petit peu et vous allez voir que vous allez vous détendre un petit peu. Après, n'oubliez pas, le PNNS, donc le Programme national nutrition santé, vous recommande au boulot, pour ceux qui travaillent assis comme moi, toutes les 2 heures de marcher, donc de vous lever, de marcher, de faire des mouvements, etc. Moi, j'ai installé dans mon bureau, j'ai un espèce de tapis de sol que je laisse par terre, et comme le fait de le voir, ça me dit, ah oui, au fait, j'en suis où? Et je vais faire quelques pompes, juste pour faire autre chose, quoi. Et puis après, je reviens travailler. Et en fait, ça fait beaucoup de bien, parce que, si vous voulez, d'abord, ça vous lave un peu la tête aussi, et voilà, donc ça, c'est très important. Alors, ça s'appelle... donc, c'est la gestion personnelle de son stress. Le problème, c'est que quand vous êtes en burn-out, là, vous êtes déjà largué, quoi. Vous êtes déjà beaucoup plus avant. Alors, ceux qui mangent parce qu'ils sont stressés, c'est parce que justement, il faut essayer de faire la distinction entre le stress et cette sensation de faim. Mais il y a aussi le fait que vous comprenez bien que quand on est angoissé, tendu, stressé, parce que voilà, vous êtes sous le feu, eh bien, vous avez l'impression qu'il vous faut manger pour être plus fort. Ça, c'est une réaction physiologique qui est complètement naturelle. Et il faut éviter de tomber dedans parce que sinon, vous grossissez. Et donc, d'ailleurs, on dit très souvent, je ne fais pas le poids. Notamment des gens qui sont jeunes diplômés, qui sont lancés dans la vie active et qui se disent, oh là là, j'y arriverai jamais. J'ai une copine qui est médecin, elle a pris du poids au départ parce qu'elle s'est dit, je ne fais pas le poids. Alors qu'elle le faisait bien sûr, mais vous voyez, je ne fais pas le poids, donc je mange, donc je suis gros. Donc, ne rentrez pas non plus là-dedans. De toute façon, faire le poids ou pas, c'est l'expérience, c'est bien s'entourer, c'est être bien conseillé, enfin voilà. Alors, le stress me fait manger plus. Il y a aussi quand vous avez vraiment un coup dur, hein, quelque chose de terrible. Il y a des gens qui mangent plus, enfin qui mangent plus, il y a pas là qui arrêtent qui mangent beaucoup, beaucoup moins, mais vous avez aussi des gens qui mangent beaucoup, beaucoup plus. Donc, en fait, chacun est différent et réagit un petit peu comme il veut. Alors oui, le sujet est très très vaste. Barbara, vous avez raison. On peut en parler toute l'après-midi, c'est sûr. Mais voilà, je comprends que vous deviez partir et il n'y a pas de problème pour moi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Je vous laisse vous exprimer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, l'envie de sucre pendant le stress, c'est sûr que c'est pareil. Il faut que vous sachiez que les gens qui sont déprimés, à l'hôpital, on les soigne avec un régime hyperglucidique, donc très riche en glucides, et avec un régime hypercalorique. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben effectivement, la nourriture, c'est anxiolytique. Donc, parce que vous avez, voilà. Donc, en fait, ben, effectivement, le fait de manger plus est relaxant, entre guillemets. Et puis, évidemment, le fait de boire de l'alcool, hein, parce que l'alcool, ça va vous faire un peu, ça va vous détendre de façon, évidemment, chimique, mais ça vous détend de fait. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui tombent un peu dans l'alcoolisme, même si c'est peut-être que le mot est un peu trop fort, mais qui vont aller voir de ce côté-là pour retrouver du réconfort. Encore une fois, n'oubliez pas, le burn-out, c'est une personne qui est complètement détruite à l'intérieur. Donc, il faut absolument qu'elle puisse se reconstruire. Et comme elle a perdu l'estime de soi, eh bien, c'est vrai que la consommation de stupéfiants ou d'alcool peut permettre de vous redonner des lunettes roses et de vous faire passer la nuit, on va dire, hein, jusqu'au lendemain. Et le lendemain, ce sera pire. Alors, éviter les pulsions de sucre, c'est très simple. Il faut boire de l'eau et il faut essayer de retrouver confiance en vous. Donc là, pour ça, si vous voulez, il n'y a pas de secret. Il faut que, de toute façon, le moteur, c'est vous. Et il faut que vous repreniez conscience de votre valeur. Pour ça, il y a plein de choses, mais il faut aussi vous prendre soin de votre corps et de votre morale et essayer de vous valoriser. Dès que vous faites quelque chose de bien, satisfaisant, vous dites « Ah, bien, là, c'est bien, tu as réussi ça ». À la fin de la journée, commencez pas à dire tout ce qui ne m'a pas été, commencez par à dire tout ce qui a été. Ah tiens, j'ai fait ci, j'ai rencontré un tel, c'était sympa, j'ai réussi ce truc, etc. Une fois que vous avez dit ce qui allait, à ce moment-là seulement, vous parlez de ce qui ne va pas. Mais ne commencez jamais les bilans par ce qui ne va pas. Alors, les amandes tous les jours, c'est intéressant nutritionnellement? Oui, toutes les amandes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de changer d'amande. C'est-à-dire amandes, noisettes, noix, etc. Donc, il n'en faut pas beaucoup.
Hein, faites attention. Je vais dire que pour une femme, ça va être 2 noix, pour un homme, ça va être 3. Mais vous voyez, ça va pas être, c'est pas un sachet. Quoi. Évidemment, vous choisissez des graines qui sont ni salées ni sucrées. Et elles sont, c'est des petits compléments alimentaires naturels, c'est très intéressant. De la même façon, les graines de lin, parce qu'elles sont très riches en oméga 3, de la même façon, la noisette, le chènevis, donc la graine de chanvre, qui évidemment n'a pas de toxines dedans, etc. Alors, peut-on compenser les mauvais sucres par des aliments bénéfiques? Ça dépend, c'est quoi les mauvais sucres? Qu'est-ce que vous considérez comme mauvais sucres? C'est les sucres simples? C'est Véronique qui est en train d'écrire, on va attendre qu'elle complète sa question. Les bonbons, les gâteaux. Alors, les bonbons, les gâteaux, toutes les sucreries, ça fait partie des aliments facultatifs. Nous, on les appelle comme ça. C'est-à-dire, c'est des aliments, comme leur nom l'indique, qui ne sont pas du tout indispensables à votre équilibre, puisqu'ils ne vous apportent pas notablement de nutriments ou d'atouts. Bon, par contre, ils peuvent faire partie de votre alimentation quotidienne ou régulière, parce qu'ils vous font plaisir et que voilà, ça c'est acceptable. En revanche, si vous avez, il y a beaucoup de gens, notamment des femmes, qui mangent des bonbons. Alors, il faut savoir qu'Haribo fait sa fortune sur des adultes et pas sur des bonbons, hein, et pas sur des enfants. Hein. Et puis, on a dans les tiroirs de bureau, là, on a les fraises Tagada, enfin, etc., etc. Parce que c'est sympa à manger, c'est rouge, c'est plein de chimie, chic alors, c'est un peu de façon d'être révolutionnaire, etc. Donc, effectivement, si vous avez envie de bonbons, ça veut dire que peut-être vous êtes en hypoglycémie, mais peut-être aussi vous êtes dans un cercle vicieux. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose un peu difficile à comprendre. Quand on est en visio, vous avez dans le sang, vous avez 1 gramme à la louche de glucose par litre de sang. Donc 1 gramme. Donc vous avez tout le temps. Et c'est le foie qui dirige. Le foie, c'est lui qui va distiller le glucose comme ça, régulièrement toute la journée, le jour comme la nuit. Et pourquoi c'est 1 gramme? Parce que ce 1 gramme-là, ça va être consommé par toutes les cellules du corps. Le cerveau, les muscles, le foie, la rate, ce que vous voulez. Dès que vous avez un peu faim, vous avez le glucose baisse un tout petit peu. C'est ça le signal de la faim. Bon, il n'y a pas que celui-là, hein, mais c'en est un. Et là, à ce moment-là, vous allez manger. Imaginez que vous ayez sauté le petit déjeuner en vous disant toujours ça que je n'aurais pas mangé. Donc forcément, à 10h, 11h, vous allez avoir faim. Et là, c'est exactement à cette heure-là qu'on va vous faire passer les gâteaux ou les bonbons. Donc là, vous allez prendre une première fraise Tagada. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la fraise Tagada, comme elle a des sucres très simples, ça va vite passer dans le sang. Donc votre glycémie va remonter. Mais elle va remonter tellement que là, l'insuline va être sécrétée. Donc, votre pancréas va sécréter de l'insuline parce que c'est très dangereux d'avoir trop de glucose dans le sang. Vous allez tomber dans les pommes sinon. Donc, à ce moment-là, ça retombe. Ça retombe comme ça avant de se remettre comme ça. Et ce petit artefact-là, qui dure très peu de temps, il dure 2 minutes, 3 minutes, et bien c'est ça qui dit, tiens, j'en prends une autre parce que j'ai faim. Et donc, vous allez en manger une deuxième. Et là, ça recommence. Tchoup, insuline, tchoup. Une fraise Tagada, tchoup, insuline, tchoup. Et c'est comme ça que vous sollicitez sans arrêt votre pancréas, que vous avez du yo-yo et que ça peut être extrêmement dangereux pour votre santé. Question diabète, mais aussi question de santé tout court. Donc, il faut absolument ne jamais manger de bonbons quand on a faim. Mangez d'abord une pomme, une banane, une tranche de pain, hein, idéalement un glucide complexe. Donc, le plus courant en France, ça va être un morceau de pain, une banane. Enfin, bon, quand vous êtes au bureau, bien sûr, hein, parce qu'après, vous pouvez manger une pomme de terre, mais bon. Donc, à ce moment-là, eh bien, ça va vous donner du glucose tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, et ça ne va pas faire ces ya-ya. Donc, le bonbon, moi, je vous dis, mangez les bonbons si vous avez envie, mais en fin de repas. Alors, au petit déjeuner, d'abord, les fruits ne sont pas du tout trop sucrés. Vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez. Donc, la catégorie fruits et légumes, c'est la seule catégorie alimentaire que vous pouvez manger à volonté. Vous ne posez pas de questions. Si vous avez envie de manger 3 fruits, vous mangez 3 fruits. Merci de vos merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour perdre du poids, faire des déficits caloriques, c'est bien? Non, bien sûr que c'est pas bien. Parce qu'en fait, votre corps, il a ce qu'on appelle un pondérostat, donc c'est un centre de régulation du poids et de l'énergie. Si vous faites subir à votre corps une privation pendant 24 heures, par exemple, donc au lieu de manger ça, vous mangez ça, ben votre corps, il va faire comme le banquier, il va couper le stock
et il va… non, je vais dire… Si, pardon, je reprends. Si vous baissez vos apports, votre corps, il va baisser ses dépenses. Hein, donc, ça veut dire que c'est comme à la banque. Si vous êtes en déficit, la banque, elle coupe le truc. Et à ce moment-là, quand vous allez retrouver une vie normale, puisque vos dépenses étaient là, vous les avez mises là, si vous mangez pareil qu'avant, vous allez prendre encore plus de poids. Donc, ne jamais faire de régime tout seul, jamais. Sinon, c'est le yo-yo et vous allez prendre du poids beaucoup plus vite que les autres. La polémique sur le blé et tous les dérivés pain gâteau, alors en fait, c'est une polémique dont on pourrait parler un moment, mais le gluten, il y a très peu de gens qui sont allergiques au gluten aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment du marketing et du marketing. Donc, tous ceux qui ont fait un régime sans gluten l'ont pas fait très longtemps. Donc, effectivement, ils ont perdu du poids parce que quand vous enlevez toutes les sources de gluten, vous n'avez plus grand-chose à manger derrière, mais vous ne tenez pas longtemps, donc voilà, c'était vraiment du marketing. Peut-on guérir vraiment des burn-out? Oui, on peut guérir d'un burn-out, mais c'est multicausal, donc il faut plusieurs disciplines pour participer à cette récupération. La nutrition en fait partie, mais il y a aussi éventuellement après, il y a plusieurs disciplines. Il peut y avoir aussi le besoin d'un psychologue, besoin d'un kinésithérapeute, parce qu'il faut vous réapprendre à respirer pleinement, parce que là, en général, on est tellement contracté qu'on ne respire plus correctement, etc. Donc oui, on peut guérir d'un burn-out. Et un jeûne une journée par semaine est dangereux. Alors pour un adulte, non. Ce que je vais vous dire, c'est que quand vous voulez nettoyer votre cheminée, il ne suffit pas d'arrêter le feu. Hein, il faut gratter dedans. Donc, en fait, si vous voulez vous détoxifier, ce n'est pas en arrêtant de manger que vous allez le faire. Il faut au contraire manger plus et des aliments qui vont faire le nettoyage. Encore des questions? Je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que ça a été vite, mais peut-être que je peux retrouver quelques questions. Alors, qu'est-ce que je pense de la chrononutrition? La chrononutrition, j'ai suivi les cours à la fac de médecine de la Salpêtre qui est à côté de chez moi, là, à côté du bureau. La chrononutrition, c'est une nutrition parfaitement intelligente puisque notre corps est régi par ce qu'on appelle un système endocrinien qui se déclenche avant le lever, avant même le réveil. Et là, vous avez différentes hormones qui vont se mettre en branle dans la journée, avec donc des répercussions sur la physiologie. Donc, c'est une analyse extrêmement fine de la physiologie. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qu'évidemment, il ne faut pas aborder en dilettante. Après, en utilisant la chrononutrition, vous pouvez avoir un équilibre alimentaire qui est meilleur, qui est plus solide aussi, plus équilibré, mais plus solide, plus constant. Donc. Et donc, vous pouvez éviter pas mal de pathologies, notamment le surpoids, l'obésité, le diabète. Donc, c'est vraiment une discipline que je trouve très, très intéressante. Et est-ce que le sport peut aider en cas de surpoids? Alors, si vous êtes déjà trop gros, il ne faut pas faire n'importe quel sport, voire pas de sport du tout. Une personne obèse, il ne faut pas lui faire de sport, c'est trop dangereux. En revanche, une activité physique, alors le sport, évidemment, je vous le recommande chaudement, de façon régulière, donc quotidiennement. Il est conseillé par le PNNS de faire 30 minutes d'exercice physique par jour, ça veut dire là où vous faites un effort, c'est pas juste marcher dans la rue. Un effort, c'est-à-dire, c'est marcher vite, c'est faire du jogging, etc. Donc une demi-heure, c'est à la fois court et long. Hein. Et donc le sport peut faire contribuer beaucoup à vous éviter le burn-out et à avoir un équilibre moral et nerveux correct. Le sport n'ouvre pas l'appétit, hein, au contraire, le sport, là c'est Laurence qui me marque, le sport m'ouvre l'appétit. En fait, non, le sport coupe l'appétit. Tous les sportifs vous diront qu'après le sport, ils n'ont plus de goût, donc il faut qu'ils attendent avant de pouvoir manger quelque chose, donc ils n'ont pas faim du tout. Et donc le sport, ça participe vraiment à un équilibre mental, spirituel et physique. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Attention, il y a des contre-indications au sport. Alors, ça n'a pas le même effet de faire 30 minutes par jour que de faire 1 heure tous les 2 jours.
Pourquoi? Parce que quand vous faites du sport, alors le sport, encore une fois, ça ne veut pas dire du sport violent. Hein. On va dire ça va être trottiné, hein, tac, 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 le petit jogging. Eh bien, quand vous commencez à faire une activité physique, votre métabolisme de base, il se relève, il est là. Donc, vos dépenses vont être là. Pas beaucoup. Avant, c'était là, là, c'est là. Mais quand vous allez arrêter le sport, ce niveau-là va rester pendant les quelques heures après. Donc, vous allez dépenser plus d'énergie, même si vous avez arrêté de bouger. Alors que si vous faites rien une journée et le lendemain, vous faites 1 heure, ben pendant l'heure, vous allez encore gagner 4-5 heures, mais donc vous aurez perdu du temps par rapport à ça. Donc, il vaut mieux avoir une activité physique régulière, tous les jours, plutôt qu'une tous les 2 jours. Et ceux qui font 1 heure de sport le dimanche et rien le reste de la semaine, ce n'est pas non plus l'idéal, comme vous voyez. Eh bien, écoutez, je remercie Foodles pour m'avoir donné la parole et l'occasion de vous parler. J'aime beaucoup ce format salon de nutrition où chacun peut poser des questions. Et alors, on me précise qu'il est accessible aux personnes qui sont inscrites. Donc, il faut évidemment vous inscrire si vous voulez avoir le replay, par exemple. Je laisse la parole peut-être à Maëva. Merci Béatrice pour votre intervention et à très bientôt. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence sur la nutrition et à très bientôt Béatrice pour d'autres interventions. Merci beaucoup.